parler aujourd'hui, c'est d'un jeu de société qui est très particulier dans l'univers des jeux de société, qui s'appelle le jeu de rôle. Et je vais tâcher de vous expliquer en somme ce qui se passe au cours d'une partie de jeu de rôle. Alors déjà, qui a déjà fait du jeu de rôle ici? Ok, vous avez tous déjà joué à des jeux de rôle, donc ça c'est très très bien. Ça va vous permettre de vraiment bien comprendre ce dont on va parler ici. Alors déjà pour me présenter très rapidement, donc je m'appelle Romaric Briand, je suis auteur indépendant de 2 jeux de licence, l'une qui s'appelle Sens, l'autre qui s'appelle Le Val. Mais être auteur indépendant de jeux de société, ce n'est qu'une partie de mon activité. En réalité, je suis philosophe et écrivain. Et l'objectif que je me suis fixé à travers le jeu, c'est d'exploiter en fait le jeu et tout le domaine ludique pour essayer de montrer des thèses de philosophie et faire en fait à travers le jeu, essayer de livrer quelques propos à l'égard du monde et de créer en fait des œuvres à travers ce domaine-là. Et donc, la philosophie que je voudrais mettre en place, il s'est avéré qu'elle était très très facile à expliquer à travers le jeu. Donc je me suis amené progressivement à m'intéresser aux jeux de société, et notamment à travers d'un jeu de société particulier, d'une espèce de jeu de société très particulière, c'est le jeu de rôle. Et donc à travers mon périple, finalement je suis devenu créateur de jeux, mais c'est finalement pas ma première, je suis biclassé quoi, je suis philosophe et rôliste. Et quand donc j'ai commencé à faire du jeu de rôle, la définition qu'on donnait du jeu de rôle, on disait bah voilà, c'est un jeu dans lequel les règles amènent des joueurs à créer une fiction à plusieurs. Et en fait, je me suis aperçu que c'était pas du tout une bonne définition pour parler de ce qu'est le jeu de rôle, qu'elle amenait certaines contradictions, certains problèmes à travers ce milieu et dans les résultats que l'on obtenait à l'aide de cette définition du jeu de rôle parmi les jeux de rôle. Et donc je me suis penché sur l'élaboration d'une nouvelle définition de ce qu'est le jeu de rôle. Et cette nouvelle définition permet de un petit peu présenter de quoi il s'agit. Alors, d'abord, est-ce que dans cette pièce, la définition du jeu de rôle que j'ai présentée tout à l'heure est naturelle? Des gens qui se mettent autour d'une table et dont le but est d'élaborer collectivement une fiction. Tout le monde est d'accord avec ça? Parce que je vais vous montrer que c'est totalement faux en fait. Donc voilà, je voudrais... Alors, quelques définitions d'abord, pour bien comprendre. La première chose que je voudrais qu'on définisse ensemble, c'est la notion de proposition. Qu'est-ce que c'est qu'une proposition? En philosophie analytique, qui est le domaine dans lequel je travaille, une proposition, c'est un énoncé formulé à haute voix ou par écrit ou toute autre manière, qui est doué d'un sens et qui amène l'auditeur ou le lecteur à s'imaginer une situation. On dit par exemple, imaginez par exemple, le chameau est dans le désert. La proposition, ce n'est rien d'autre que le chameau est dans le désert. Et la situation, c'est ce qui vous vient à l'esprit lorsque je vous dis le chameau est dans le désert. La situation, c'est donc une image, là où la proposition est un ensemble de signes articulés et doués de sens. Si je vous dis par exemple grenouille, équation, égalité, ça n'a pas de sens, ce n'est pas une proposition, parce qu'il n'y a aucune situation qui vous vient à l'esprit, aucune image qui peut vous venir à l'esprit. Alors, on peut imaginer quelques trucs quand même, mais en tout cas, elle n'est pas douée d'une signification au sens où on pourrait créer ensuite d'autres situations. Sur la base de cette situation, vous demandez de décrire plus amont ce que vous imaginez lorsque je vous dis cette proposition. Donc, au cours d'une partie de jeu de rôle, on réunit des gens qui ont pour objectif, d'abord, d'énoncer des propositions. Le dragon est dans la cave, des aventuriers attendent à l'auberge, l'aubergiste est une femme, cette aubergiste est brune,
etc. Tout ça, ce sont un ensemble de propositions. Et ces propositions amènent naturellement les joueurs à imaginer des situations. Et ces situations-là vont créer en fait d'autres situations, vont engendrer d'autres situations. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on fait au cours d'une partie de jeu de rôle? On est constamment, en tant que joueur, en train d'imaginer des situations possibles. Et dans notre tête, quand on fait une partie de jeu de rôle, on essaye d'imaginer la situation, souvent le coup d'après. On est toujours en train de se dire, qu'est-ce qui va se passer, quelle sera la prochaine situation? Et cela crée autour de la table, et pour les joueurs, une situation que j'appelle le brainstorm. C'est-à-dire que chaque joueur est dans une situation de brainstorm, en train de se demander, bon, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Qu'est-ce que je vais inventer? Qu'est-ce que je vais créer? Ou alors, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, je crois qu'un jeu de rôle, c'est avant tout imaginer des situations, mais pas de n'importe quelle manière, des situations qui vont nous pousser à en créer d'autres, donc des situations qui sont forcément problématiques. Par exemple, je vous décris cette scène, vous êtes assis à l'auberge tout autour d'une table, une aubergiste brune sert des bières à des gens, lorsque soudain des miliciens entrent, regardent l'aubergiste vous regarde, et là je vous demande la fameuse question du jeu de rôle, qu'est-ce que vous faites? Et là il y a un côté, en fait, je vous mets dans une situation qui est problématique, dans laquelle on a des gardes qui rentrent, vraisemblablement vous avez fait quelque chose de pas bien, l'aubergiste vous regarde, elle semble vous dénoncer du regard, etc. Vous êtes d'entrée de jeu dans une situation problématique dans laquelle chacun d'entre vous va être amené à imaginer ce que vous allez faire en tant que personnage, très souvent, puisque le jeu de rôle invite les joueurs à endosser la responsabilité d'un personnage et donc à imaginer ce que ce personnage ferait dans telle situation. Mais ce qui est très important pour une partie de jeu de rôle, c'est cette situation de brainstorm. Si une situation vous est présentée et n'est pas problématique, en gros, on dit qu'il ne se passe rien, et très souvent, ce qui va se passer à la table, c'est que les joueurs vont chercher à discuter entre eux de façon à générer des conversations qui vont devenir problématiques pour diverses raisons. On va demander à la personne de décrire son historique. Alors là, d'un coup, la personne est en train de se mettre en situation de brainstorming pour imaginer ce qu'il a vécu dans son enfance. Mais très vite, c'est comme ça qu'on va jouer. Et ce qui va nous amuser finalement dans une partie de jeu de rôle, c'est ce brainstorm. Donc, le brainstorm, si vous voulez, c'est quelque chose d'individuel. C'est quelque chose que chaque joueur a en tête. Et une partie de jeu de rôle, ce n'est pas un simple brainstorm, ou ce n'est pas une simple somme de brainstorm en fait. Une partie de jeu de rôle, c'est un milestorm, c'est-à-dire que toute la table doit être amenée à réfléchir collectivement sur la suite de la partie. Et donc sur la suite des situations possibles. Alors, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que ce qu'on va chercher, ce qu'on cherche à créer dans une partie de jeu de rôle, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la fiction. C'est quelque chose qui va avoir une cohérence interne, il va y avoir une histoire, il va y avoir une situation initiale, des situations problématiques qui vont nous amener à certaines péripéties. Donc ça ressemble dans la structure à ce qu'on appelle une fiction. Mais ce qu'on crée réellement, c'est ce que j'appelle un contenu fictionnel malléable. Et pourquoi je choisis de l'appeler un contenu fictionnel malléable? C'est parce qu'en fait, ce qu'on cherche à faire en tant que rôliste, c'est dire des propositions qui vont être validées par les autres rôlistes autour de la table. On va chercher à dire, par exemple, je me lève et je sors mon épée. Et là, on regarde les autres autour de la table. Souvent, il y a soit un meneur de jeu, soit des joueurs qui ont l'autorité pour dire ce qui se passe. Et souvent, on va voir si oui ou non, cette proposition que j'essaye de faire, elle rentre ou pas dans le contenu fictionnel malléable de la partie. Il y a tout un ensemble de règles qui peuvent dire que bah non, ton épée elle reste bloquée, tu peux pas sortir. Ça va être par exemple une contre-proposition qui va pouvoir être faite par le meneur de jeu qui va dire bah non, ton épée elle sort pas parce que tu as raté ton jet d'agilité ou je ne sais quoi. D'autres contre-propositions qui vont pouvoir être faites, c'est par exemple un joueur qui va pouvoir dire bah non, parce que avant de rentrer dans l'auberge, je t'ai dérobé ton épée. Sans que tu t'en aperçoives, je t'ai volé ton épée. Et donc on voit en fait qu'est-ce qu'on cherche à faire en tant que rôliste, on cherche à faire en sorte que les propositions que l'on fait deviennent des situations
de ce que les rôlistes en général appellent la fiction, mais que moi je vais appeler le contenu fictionnel malléable. C'est un genre de pot commun qui est au milieu de la table, dans lequel chacun fait des propositions, en attendant l'espoir que celles-ci soient validées par les autres. Dans le dispositif dit classique, un meneur de jeu dispose de toute l'autorité sur les décors et ce qu'on appelle les personnages non joueurs, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des joueurs, des personnages qui ne sont pas contrôlés par un joueur. Et les autres joueurs, dans le dispositif classique, contrôlent chacun, ont l'autorité chacun sur les actions de leur personnage. Donc il est bien évident dans ce système que lorsque le joueur décrit quelque chose de son personnage, en général les autres tacitement le valident. S'il dit « je me lève », vu qu'il a l'autorité sur son personnage pour se lever, alors on le valide. De même, le meneur, étant donné qu'il a l'autorité sur le décor, le maître de ce qu'on appelle parfois le maître de jeu, eh bien dans le dispositif classique, toujours, puisqu'il a l'autorité sur le décor, s'il vous décrit une auberge, il n'y a aucun joueur qui va se lever dans la... Non, attends, je suis pas sûr que dans cet univers il y ait des auberges, etc. Non, c'est lui le maître du jeu, c'est lui qui connaît l'univers, donc on accepte, tacitement, on valide les propositions qu'il fait et elle gagne le contenu fictionnel malléable. Pourquoi ce n'est pas une fiction? Eh bien parce que une fiction, c'est un ensemble de propositions, toujours, ou de situations. Par exemple, si on prend le cas du cinéma, par exemple, ce qui se passe dans un écran, c'est qu'on a un ensemble de situations qui ont été filmées par un réalisateur, par un cadreur, etc., et qu'on nous resserre finalement dans la salle. Et cet ensemble-là, la bobine, elle est fixe, elle est posée. L'ensemble des propositions est d'ores et déjà posé, il est déjà là. Et cet ensemble de propositions est fini, il est inchangeable, il n'est pas malléable. On ne peut pas y toucher. De la même manière, le contenu d'un livre est un ensemble de propositions. Par exemple, le contenu de Harry Potter, le premier Harry Potter, est un ensemble de propositions écrites par J.K. Rowling sur lequel on ne peut rien faire, on ne peut pas agir dessus, et c'est un ensemble donné qui va de la première page jusqu'à la dernière. Et il est impossible de changer l'ensemble de ces propositions. Or, la fiction d'une œuvre, ce n'est rien d'autre que ces propositions-là. Et tout ce qui est au-delà de ça, c'est ce qu'on appelle l'interprétation du lecteur. Parce qu'évidemment, bien sûr, lorsqu'on lit l'intégralité des propositions que J.K. Rowling a énoncées dans Harry Potter, ce qui nous vient, les images et les situations qui nous viennent en tête deviennent notre interprétation de cette fiction, etc. Mais la fiction en elle-même, ce n'est rien d'autre que les images sur l'écran, les sons sur l'écran pour le cinéma, et les lettres, les propositions dans le livre, etc. Alors pourquoi justement le jeu de rôle ne peut pas créer de fiction? Eh bien parce que le contenu fictionnel malléable dont nous sommes en train de parler maintenant, il n'est ni fini, ni arrêté, ni dans le jeu de rôle, j'entends, il n'y a pas un ensemble de propositions fixes, il n'y a pas non plus quelque chose qui serait de l'ordre du fixé dans le temps. On peut revenir toujours en arrière, d'ailleurs, régulièrement les rôlistes dans les parties de jeu de rôle reviennent en arrière. Attends, Michi, on peut pas dire que j'ai quand même pensé à prendre mon épée avant d'aller à l'auberge, là, c'est pas possible. Bon, allez, ça passe, t'y as pensé. Ça, typiquement, c'est des retours dans le passé qu'on peut pas faire au cinéma. On peut pas dire stop, je suis pas d'accord, là, il doit pas mourir. Non, c'est pas ça, c'est pas possible. On peut pas revenir. Donc, et c'est pas malléable. Et alors, pourquoi c'est un contenu fictionnel qui est malléable, mais qui n'est pas de la fiction? Parce que contrairement à la fiction, les univers, les propositions, les situations validées ne le sont pas par un auteur. Elles le sont par un ensemble d'auteurs qui sont assis autour de la table. Or, les propositions que vous, par exemple, vous jugez validées dans le contenu fictionnel malléable, ne sont pas forcément celles que je juge validées dans ce contenu fictionnel. C'est-à-dire, en gros, moi, au moment où il a sorti son épée et où il a attaqué le garde, pour moi, dans ma tête, c'était évident qu'il sortait son épée et il attaquait le garde. Seulement vous, par exemple, vous étiez à ce moment-là un peu distrait, et pour vous, il a juste sorti son épée, il n'a pas attaqué ce garde-là, et donc du coup, vous allez pouvoir l'attaquer par la suite. Et pourquoi vous l'attaquez? Parce que vous pensez qu'il n'a pas attaqué, alors que lui, dans sa fiction à lui, il l'a attaqué. Et ça, c'est des situations qui se retrouvent très souvent dans les parties de jeux de rôle, c'est-à-dire que des joueurs croient avoir fait les mêmes choses, alors qu'en fait, concrètement, ils n'ont pas du tout fait les mêmes choses. Donc ce n'est pas une fiction, parce qu'elle n'est pas... Tout le monde ne la partage pas. Est-ce que vous avez compris ça? Ça va? C'est clair?
C'est pas clair. Ok, on revient dessus. Non, Dans les fictions. Tant que c'est clair, d'accord. Alors, ok, on viendra à ça pendant les questions, si ça ne vous dérange pas. Alors, donc, le point essentiel à bien comprendre, c'est qu'une fiction, tout le monde voit la même et la partage. Une partie de jeu de rôle, ce n'est pas le cas. Parce qu'au moment où les joueurs font des propositions, vous pouvez très bien être distrait. Voire même, certains meneurs de jeu ou certains joueurs peuvent se mettre à part pour créer des bouts de fiction auxquels vous n'assistez pas en tant que joueur. Exemple typique, le meneur de jeu sort avec un joueur. Il dit, toi, tu vas venir avec moi, j'ai un truc à te dire dans le placard. Alors, donc on sort, on va voir ensemble ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à la cave, en fait, pendant que les autres joueurs sont à l'étage en train de manger dans le salon. Ça, c'est une fiction qu'on est en train de créer avec le meneur de jeu dans notre coin, alors que les autres joueurs qui sont en haut dans le salon continuent à faire ce qu'on appelle du roleplay, c'est-à-dire ils sont en train de jouer leur personnage comme si... Donc eux, ils continuent la fiction, tandis que nous, on en crée une autre. Contenu fictionnel malléable, du point de vue des joueurs qui sont restés dans le salon, la fiction est différente que du point de vue des joueurs qui sont allés à la cave. Parce que eux ont vu des choses que les autres n'ont pas vues, et inversement. Donc, on a bien autour d'une même table, non pas la création d'une fiction, mais la création d'autant de fictions qu'il y a de joueurs autour de la table. Et ça, c'est très important. Dans la première définition que je vous ai donnée du jeu de rôle, on disait « des joueurs se rassemblent ensemble ce soir pour créer une fiction ». Faux! Les joueurs se rassemblent ensemble ce soir pour créer autant de fictions qu'ils sont à la table. Autant de fictions qu'il y a de joueurs. Et ça, c'est valable même si les joueurs ne sont sortis à aucun moment de la pièce. Parce que, exemple typique, souvent, les joueurs sont un peu dans la lune, je veux dire, il est tard, on a mangé beaucoup de granola, le coca a été diffusé à flot pendant ces parties de jeu de rôle interminables. Parfois, on s'assoupit, on s'endort et on n'écoute pas vraiment le dialogue que notre copain politicien a avec son ami, le roi de machin, parce que voilà. Ben pour nous, ça ne fait pas partie de la fiction, ça. Et ce qu'on va retenir, en fait, c'est uniquement le moment épique où on a frappé le garde pour pénétrer dans le château de ce roi, ou je ne sais quoi. Et si on prend les rôlistes ensuite, comme dans un espèce de loft, vous savez, comme dans Love Story, où on fait sortir les gens qui participent à ces émissions, et on leur demande « mais qu'est-ce que vous avez vécu, alors qu'est-ce qui est passé ?» Et bien les rôlistes répondraient tous des choses différentes, parce qu'en fait, la fiction qu'ils se sont créés, c'est la leur à eux. Donc il n'y a pas de fiction créée collaborativement. Il y a un contenu fictionnel malléable qui est créé collaborativement, mais chacun repart de la partie avec une partie, un petit bout de ce contenu fictionnel malléable créé tout au long de la partie pour se forger sa propre fiction à lui. Et ça change tout. Ça change tout. Quand on dit par exemple, souvent on pose la question, cher rôliste, pensez-vous qu'il existe des fictions en jeu de rôle que vous pouvez créer et que le cinéma ne peut pas créer? Eh bien cette question-là, elle est absurde. Parce qu'en fait, c'est comme si on demandait à un sculpteur, est-ce que vous pensez qu'il y a des sculptures, vous, sculpteurs, que vous pouvez faire et que le cinéma ne peut pas faire? Et question absurde, personne ne la poserait. La vérité, c'est que le cinéma et le jeu de rôle, même si les deux peuvent s'influencer, sont deux médias complètement différents. L'un crée des films, l'autre crée des contenus fictionnels malléables. Contenus fictionnels malléables qui ensuite vont être vus par chacun comme une fiction, et chacun repart avec son morceau de fiction différent. Alors pourquoi on a cru pendant toutes ces années que le jeu de rôle produisait une fiction? Eh bien c'est très simple. Imaginez deux personnes qui ont vu tous les deux, qui connaissent la fiction d'Harry Potter, enfin une partie de cette fiction. L'un a vu le film, l'autre a lu le bouquin. Ils peuvent discuter comme ça pendant très longtemps de ce qu'ils croient être leur fiction unique, alors qu'en vérité ces deux personnes n'ont pas la même fiction. L'un a lu le livre, l'autre a vu le film. Ce n'est pas la même fiction. Mais donc, pourtant, ils discutent tous les deux, ils disent « Ah, tu te rends compte, c'est incroyable ce qui se passe, là, le moment où Harry rencontre pour la première fois Hagrid et tout, truc. » Ils discutent tous les deux, ils ont l'impression de parler de la même chose, mais ils ne parlent pas de la même chose. Et bien, c'est ce qui s'est passé dans le milieu du jeu de rôle. Pendant très longtemps, les joueurs, quand ils parlent de leur partie de jeu de rôle et qu'ils se racontent ce qu'ils croient être la fiction, et bien en fait, ils se trompent. Ils échangent sur deux choses différentes, mais comme ils partagent beaucoup de choses quand même en commun, eh bien, ils arrivent à s'entendre à peu près. C'est exactement comme quand vous rencontrez quelqu'un qui a vu un film dont vous avez vu le livre et que vous pouvez échanger. Seulement, voilà, il y en a un qui a lu le livre, qui a beaucoup plus d'informations, et que vous, en tout cas d'un point de vue
littéraire, du point de vue des lettres, du point de vue des mots utilisés par l'auteur, alors que vous avez les images, vous avez les sons choisis par un réalisateur, quelqu'un qui a adapté cet élément au cinéma. Alors, le maelstrom, parce que c'est quand même... qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des brainstorms qui visent à la construction de ce contenu fictionnel malléable. Est-ce que ça va, le contenu fictionnel malléable? Vous avez bien compris de quoi il s'agit? Il y a une analogie que j'aime bien faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas de tableau. On va essayer d'imaginer ça, de se la représenter. C'est l'analogie du dé. Imaginez qu'on pose un dé sur la table et qu'il y a 4 personnes autour de cette table. Chacun voit une face en commun. La face du dé qui est, mettons, sur 1. Celle du dessus du dé. Ça, tous les 4 la voient. Ben ça, dans le jeu de rôle, c'est ce qu'on appelle le background. C'est-à-dire que ça, tout le monde, c'est l'ensemble des propositions qu'un jeu de rôle propose et que tous les joueurs autour de la table se doivent de partager. Si on prend par exemple un jeu de rôle assez canonique au sujet de Star Wars par exemple, bon, bah, le 1 ce serait avoir vu au moins tous les films de Star Wars parus à ce jour, quoi. Ce serait la base sur laquelle il faut s'entendre, sinon voilà. Ça ce serait le 1. Et puis chacun de son côté de la table, avec le cube posé sur la table, voit une partie du cube différente. Moi je vois les faces 2 et 3 par exemple, alors que l'autre en face il voit les faces 4 et 5. Et donc c'est un peu ça le contenu fictionnel malléable, c'est un peu comme un objet finalement de la réalité courante. C'est-à-dire que vous, madame, vous voyez par exemple cette chaise de dos, alors que moi je la vois de face. Et bien c'est pareil pour le contenu fictionnel malléable. Chacun voit des situations différentes parce qu'il interprète des propositions de façon différente, et donc chacun repart avec son bout de sa fiction à lui. Moi ma fiction c'est celle du... Quand je vais repartir de là, je vais raconter à ma femme « Ah, j'ai fait une conférence, c'était super !» Et vous, vous allez repartir et vous allez raconter à vos amis que vous avez vu une conférence superbe avec un conférencier très séduisant, avec un chapeau, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun repart avec sa fiction. Et donc c'est exactement ce qui se passe dans une partie de jeu de rôle en fait. Sauf que évidemment, les choses que les joueurs partagent sont beaucoup plus grandes que ce qui les divise, si je veux dire. Ce qui les réunit est beaucoup plus grand que ce qui divise. La face 1 du dé est immense, parce que à partir du moment où tout le monde valide le fait qu'on soit dans une auberge, déjà vous imaginez... Après, les situations et l'interprétation de cette auberge sont différentes. Il y en a qui vont imaginer... voilà, donc pour le contenu fictionnel malléable. Alors le maelstrom, je vais y arriver quand même. Le maelstrom, c'est justement toute cette somme de brainstorm de gens qui sont autour d'une table en train de se dire mais vas-y, on crée le truc, on va faire la suite de l'histoire et tout. Ça, c'est super important. C'est super important de bien comprendre que pour entretenir ce maelstrom, il faut que les situations problématiques soient problématiques, ça je l'ai déjà dit. C'est super important de comprendre que le maelstrom, on ne peut pas comprendre ce que c'est si on n'a jamais fait de jeu de rôle. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi le jeu de rôle, pourquoi aujourd'hui, par exemple, cette pièce, elle n'est pas complète? Parce qu'il y a assez peu de gens, en fait, qui connaissent ce que c'est le jeu de rôle. Et pourquoi? Parce que c'est un médium qui ne se laisse pas filmer, qui ne se laisse pas enregistrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, le centre du jeu de rôle, c'est tout ce qu'on ne dit pas. Lorsque j'énonce une proposition, que je dis « il y a une auberge », je ne dis qu'une partie de l'ensemble des propositions et des situations que j'ai imaginées dans ma tête. Une infime partie, peut-être 1%, peut-être rien. Par rapport à tout ce que j'ai imaginé dans ma tête, de ce qui est possible et concevable dans cette auberge, je vais en dire qu'un petit truc. Donc du coup, si je pose un micro sur la table, que j'enregistre ma partie, ben, au final, la personne qui l'écoute, elle entend 1% de ce que c'est qu'une partie de jeu de rôle. Parce que l'intégralité de la partie, en fait, les 99% restants, il se passe dans la tête des participants de tout. Et ça explique si vraiment le jeu de rôle produisait une fiction, eh bien les gens enregistreraient des parties, on diffuserait ces fictions, on les vendrait. Il y aurait quelque chose qui se passerait à ce niveau-là. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce qu'en fait, une fiction de rôle, la fiction en question dont on parle là, qui n'existe pas, qui est une chimère, cette fiction-là, elle est chiante. Et pourquoi elle est chiante? Parce qu'en fait, on n'en a qu'1%. Et la véritable fiction, elle est créée à 99% dans la tête des joueurs autour de la table, qui sont en train de se prendre la tête dans leur partie et tout. Quand on assiste à un match de football en live, on trouve ça super, on encourage son équipe et tout, on est dans le maelstrom. On fait partie des gens qui vont participer à la création du contenu fictionnel malléable qui est la partie de football. Je fais une analogie un peu bidon. Quand on regarde à la télé, on est encore plus éloigné du maelstrom. On est devant sa télé, mais quand même, on est avec des amis, il y a quelque chose qui se joue.
Quand on regarde le match alors qu'il a été enregistré et qu'il a déjà été disputé, les gens disent « Moi, un match qui a déjà été enregistré, je me fais chier devant la plupart du temps. » Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que quoi qu'il arrive, leur volonté ne pourra pas influencer l'événement. La plupart des gens qui supportent le football sont convaincus, avec leur bière, sur leur fauteuil, que quand ils encouragent leurs joueurs, ça a un impact sur le terrain. Et ça, à partir du moment où c'est enregistré sur une cassette, ça devient chiant parce qu'on se dit tout est joué, quoi. Je vais pas pouvoir influencer le truc. Et alors, le meilleur, c'est quand on est footballeur soi-même et qu'on est sur le terrain, et qu'on est dans la partie, et qu'on forge nous-mêmes l'événement, le contenu fictionnel malléable. Eh bien, vous voyez, le jeu de rôle, c'est exactement la même chose. Le jeu de rôle, on ne peut le comprendre bien que si on y joue. Et c'est pour ça que cette pièce, elle est quasiment vide, là, aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est un média qui est très organique, qu'on ne peut pas montrer, avec des images, avec des sons, avec des films. On ne peut qu'y participer. Et quand on y participe, c'est là qu'on comprend que c'est immense. Parce que la situation problématique dans le contenu fictionnel malléable qui est là, c'est nous qui en avons la responsabilité. C'est nous qui devons, à ce moment-là, bûcher pour travailler. Tout est invisible dans le jeu de rôle, en fait. Et c'est pour ça que ce jeu ne se laisse pas facilement aborder. Cette situation de maelstrom, justement, invisible comme ça, qui pour autant produit un contenu fictionnel malléable, qui parfois est rendu visible, mais ne fait pas fiction, en fait, rend aussi le jeu de rôle, comment dire, c'est à la fois ce qui le rend puissant, parce que c'est une intense activité en termes de réflexion, mais c'est aussi ce qui le dessert, parce que du coup, on peut pas... y a la grand-mère qui regarde ses petits-enfants faire du jeu de rôle, elle ne comprend pas. Par contre, la grand-mère qu'on invite, qui accepte, qu'on invite à la table et qui commence à faire une partie, là, elle commence à comprendre pourquoi c'est tout puissant, en fait, comme support. Alors, le maelstrom. Le maelstrom, eh ben, c'est une somme de brainstorm, mais attention, si j'ose dire, 1 plus 1 plus 1 égale 5 dans le maelstrom. Plus il y a de joueurs autour de la table qui se prennent la tête, plus il y a d'ambiance, plus il y a d'immersion. Qu'est-ce que l'immersion? L'immersion, c'est la concentration. Quand vous faites un exercice de maths, quand vous êtes dans un DM de maths ou dans un DS de maths, surtout dans un DS d'ailleurs, vous avez un temps limité, je vous jure que vous n'entendez pas ce qui se passe autour. Pourquoi? Parce que vous êtes totalement concentré dans la création de votre DS. Vous êtes là, bon, je ne sais pas, une minute à perdre et tout. Dans le jeu de rôle, c'est la même chose. Plus les situations sont problématiques, plus elles vous invitent à penser des situations possibles innombrables, plus vous êtes en train de bûcher, et plus du coup, le décor autour disparaît. C'est ce qu'on appelle l'immersion. La concentration dans la création du contenu fictionnel malléable, ce maelstrom intense, fait que toute la table, les dés, les crayons, le lieu dans lequel on est, tout disparaît, et uniquement il reste ces situations que vous imaginez, et c'est ça l'immersion. En fait. Donc, évidemment, s'il y a un joueur qui déconne, bah, ça nuit complètement au maelstrom. 1 plus 1 plus 0, c'est-à-dire le joueur qui s'ennuie, et bah, ça fait 0, pas de maelstrom. Pour que le partie de jeu de rôle soit un succès, il faut que tout le monde soit dedans, et qu'il n'y ait pas un élément perturbateur. Sinon, il sera mis de côté éventuellement. Enfin, il y a tout un tas de systèmes pour faire en sorte que le maelstrom ait lieu, mais du coup, on isole un joueur. Il y a notamment des gens comme Croc, par exemple, qui parlent des sans-bons. Ce sont des joueurs qui disent rien autour de la table, qui sont posés, etc. Pour autant, il est bien immergé parce qu'il imagine des situations possibles. Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là pour le moment. Ce qui est important de comprendre, c'est que le maelstrom, donc cette situation de réflexion collective, le jeu de rôle n'est pas du tout le seul à la mettre en place. Rappelez-vous de la définition. Donc, alors, juste rapidement pour vous donner la définition que je donne du jeu de rôle, et puis après, la définition que je donne du jeu de rôle, finalement, c'est de mettre... le jeu de rôle, c'est quelque chose qui met en place un maelstrom en vue de créer un contenu fictionnel malléable pour une partie de jeu de rôle. Or, des matières, des domaines... Donc voilà, le jeu de rôle est un jeu de société dont les règles visent l'instauration d'un maelstrom lors de ces parties, c'est-à-dire l'organisation d'une réflexion collective sur des situations en vue d'élaborer d'innombrables propositions au sujet du contenu fictionnel malléable de la partie. Ouf. L'idée, c'est que, en fait, le jeu de rôle... déjà, bon... Beaucoup de personnes pensent que le jeu de rôle a été inventé dans les années 70 par Gary Gygax. Moi, je le conteste. Je pense que le jeu de rôle a été inventé par la Commedia dell'arte bien avant, en fait. Seulement voilà,
le jeu de rôle est entré dans le domaine ludique et des jeux de société, etc., au moment où Gary Gygax invente D&D, et donc il fait rentrer, on va dire, le théâtre d'improvisation dans un cadre ludique, et c'est là... pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, ce que je viens de dire là, donc on met des propositions, ça forme des situations qu'on analyse et qu'on valide et qui forment le contenu fictionnel malléable. C'est exactement ce qu'on fait quand on organise des vacances. Quand j'organise des vacances au sport d'hiver, qu'est-ce que je fais? Je fais des propositions. Je dis, bah, on serait cool si on allait dans les Pyrénées cette année. Ah ouais, carrément, mais alors on va où? Bah tiens, on va aller à Otakam. Otakam, c'est pas cher. Ah non, Otakam, c'est un peu dangereux, les tire-fesses, ils sont... Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On fait des propositions, on imagine des situations, et ces situations deviennent en fait un espèce de contenu fictionnel malléable qui est l'ordre de ce qui pourrait advenir si on allait en vacances. En fait, le maelstrom, cette dynamique de réflexion collective, on l'utilise également dans un autre domaine, beaucoup plus mainstream que l'organisation des voyages à Otakam, c'est la politique. En politique, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon allez, on va faire telle règle. Et puis là, il y a un espèce de collectif qui se rassemble, qui vote, qui s'appelle l'Assemblée nationale, qui va dire, est-ce que c'est bien de faire cette proposition, ça a amené à telle situation, etc., etc. La politique met en place également un maelstrom en vue de créer non plus un contenu fictionnel malléable, mais quelque chose qu'on appelle le contrat social, le vivre ensemble, qu'on appelle la société tout simplement. Et là, il ne s'agit plus du tout d'un jeu. Pourquoi il ne s'agit plus d'un jeu? Parce que ça a un impact sur nos vies réelles. Ce que je veux dire par là, c'est que le maelstrom, ce que fait le jeu de rôle, c'est qu'il utilise un procédé de réflexion collective que toute l'humanité tout entière utilise depuis l'aube des temps pour en tirer un plaisir ludique en créant un contenu fictionnel malléable qui va avoir un début et avoir une fin. Et ce contenu fictionnel malléable n'a d'autre fin que lui-même. Les histoires qu'on se raconte dans les parties de jeux de rôle, elles n'ont pas d'autre but que de nous faire rêver à un moment donné, au moment où commence la partie, jusqu'au moment où elle va se terminer. Alors que quand on fait de la politique, le contenu fictionnel malléable qu'on est en train de créer, lui, il est bien réel et il va avoir un impact sur notre vie de tous les jours. En économie, on fait exactement la même chose. Quand on crée par exemple de nouvelles monnaies, on dit bon bah ça on va imaginons qu'on fait une proposition, imaginons que l'euro est telle valeur. Alors donc il y a un collectif d'experts qui se rassemble, qui dit ouais ok d'accord on va faire ça, hop, ça va dans le contenu fictionnel malléable, et puis etc. Est-ce que vous avez vu le film La Vague? Il y a certaines personnes qui l'ont vu. Alors dans ce film, un professeur d'histoire, que ses élèves taquinent un petit peu en disant, bon c'est un professeur d'histoire allemand, que ses élèves taquinent un petit peu en disant oui, de toute façon, le nazisme, je veux dire aujourd'hui, ça peut plus arriver, la société est quand même très pacifiste, on peut plus imaginer cette situation. Le prof d'histoire va dire ok, qu'à cela ne tienne. Alors écoutez, moi ce que je vous propose c'est, on va faire là la classe, à partir de maintenant, on va faire une expérience. On va créer un groupe qui s'appelle La Vague, donc les élèves je crois votent pour le nom de ce groupe et donc il s'appelle La Vague. Vous allez porter tous la même chemise, la même... Qui choisissent de porter la chemise. En fait il les implique, c'est ça qui compte. Lui il fait presque rien et il suggère et c'est les élèves qui ont l'impression de choisir eux-mêmes. Excuse-moi, absolument, tout à fait. Et ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est qu'en fait, il va mettre en place une situation de maelstrom pour créer un contenu fictionnel malléable que les enfants vont se raconter en fait, et qui va conduire, ni plus ni moins... C'est pas fictionnel du coup. De quoi? C'est pas fictionnel du coup, c'est un contenu... Oui, c'est pas fictionnel, excuse-moi, tu as tout à fait raison de me reprendre, tout à fait. C'est un contenu malléable, mais il n'est pas fictionnel, absolument, puisqu'il va avoir un véritable impact, exactement, excuse-moi. C'est juste pour faire le parallèle, si vous voulez. Ce que j'essaye de vous dire là, c'est que le jeu de rôle se sert de quelque chose qui existe depuis l'aube des temps en humanité, c'est-à-dire sa capacité à se mettre ensemble pour réfléchir collectivement à des solutions pour des situations problématiques pour sa survie. Et le maelstrom dont je parle là, il peut mettre en place une partie de jeu de rôle, mais il peut aussi mettre en place un dictateur. Donc, le jeu de rôle devrait être enseigné au minimum à l'école. L'éducation nationale devrait enseigner le jeu de rôle à l'école parce que c'est la création d'un contenu fictionnel malléable donc qui est inerte, mais qui permet de s'instruire collectivement sur les solutions à donner à des problèmes qui nécessitent des solutions collectives en fait. Typiquement l'écologie par exemple,
et des tas de choses comme ça. Et donc, en fait, le jeu de rôle, c'est un jeu totalement inoffensif du point de vue de la réalité, parce que son contenu est fictionnel, un début, une fin, et voilà, mais qui nous permet quand même de tirer à titre individuel des qualités dans la discussion, dans la réflexion, qui vont nous servir en fait politiquement, institutionnellement, à améliorer en fait le monde dans lequel on vit, le vivre ensemble, à résoudre des problèmes écologiques, etc. Et donc voilà, c'est ce que je soutiens dans le Maelstrom. Voilà, je suis désolé, j'étais un peu brouillon parce que j'ai abandonné mes notes du coup pour que ce soit un peu plus vivant, mais voilà, est-ce que j'ai bien répondu à toutes vos questions? Je vais répondre à vos questions maintenant si vous voulez bien. Je vais essayer de voir si j'ai rien oublié. Non, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je vous en prie. J'espère que vous m'entendez. Très bien. Bon. Juste une petite remarque, votre contenu fictionnel malléable semble être plus un processus de création plutôt qu'un produit fini. Tout à l'heure, vous compariez avec Harry Potter. Harry Potter n'est pas tant une fiction, enfin, une fois que le livre Harry Potter est une fiction, oui, mais elle est quand même passée par une étape de contenu fictionnel malléable. Absolument. Alors ça, c'est totalement vrai. Et d'ailleurs, ça, on l'observe dans la création collective. Des gens qui font un jeu vidéo ensemble, il y a un moment donné où le contenu fictionnel est malléable, c'est-à-dire qu'ils sont tous en train de brainstormer et donc de faire un Maelstrom pour créer leur jeu. On pourrait faire en sorte que l'héroïne, à la fin, elle trahisse le personnage-là et tout. Puis le mec, ouais, alors ils vont partir sur cette hypothèse-là, ils vont aller très loin. Pendant longtemps, le contenu fictionnel malléable va le présupposer, et puis à un moment donné, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas propre au jeu de rôle, du coup, c'est ça? Ce que je veux dire, c'est que pourquoi on peut évoquer le jeu de rôle en tant que concept, ce qui me semblait être la direction vers laquelle vous alliez, alors que le contenu fictionnel malléable, c'est plutôt le processus qui aboutit au concept, enfin, qui aboutit à Alors, le résultat de la partie, c'est une fiction, même si elle est individuelle. Alors, non. Alors, même non. si elle est Non, parce que c'est le vécu en fait qui compte. C'est pas la fiction. En fait, à la Quand fin, on sort de la salle, ce qui compte, c'est ce qu'on a vécu, c'est pas la trace qu'on va garder. D'ailleurs, regardez, ce qui est central quand même, c'est la partie. Alors, pourquoi Alors, juste pour répondre à votre question, vraiment, je pense que là, j'ai un argument décisif. Si vraiment c'était la fiction qui vous intéressait, vous écririez des livres, vous regarderiez des films, vous liriez des livres, mais pourquoi jouer au jeu de rôle? Ça peut être une co-construction. Quand on fait une Justement, c'est ça qui nous intéresse. la fiction, elle change pas en fait, mais on peut faire plein de fois le même scénario de Murder Party, ce sera plein de parties différentes. Le scénario de Murder, il aura jamais changé, mais chaque partie sera vraiment différente. Mais la partie, elle sera fixée, donc une fois la fin de la partie. Non, parce qu'en fait, c'est comme il disait, si on interroge les gens qui ont participé au jeu, celui qui était le meurtrier, il va pas du tout vivre la même chose que ceux qui ont... Pour moi, ce qui est central, c'est que les règles, ce que j'appelle la base, je dois être le seul à dire ça en France, la base d'un jeu de rôle, c'est l'ensemble des règles contenues dans le livre. D'ailleurs, en fait, moi j'aime bien le mot base, pourquoi? Parce que c'est l'ensemble des règles du jeu, d'accord? C'est l'ensemble qui mène à la partie. Et l'avantage du mot base, c'est qu'il ne présuppose pas que ce soit un livre. Parce que pour moi, le jeu de rôle, aujourd'hui, de façon... l'industrie du jeu de rôle, si on peut dire qu'elle existe, parce qu'elle est très, très limitée, mais considère que le jeu de rôle doit être transmis par des livres. Donc ça, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Donc je préfère parler de base, c'est plus général. Alors donc l'ensemble des règles doivent conduire à l'élaboration d'une partie. On est d'accord? Pas forcément d'une fiction. Ce qui compte, c'est le jeu, le moment où on joue, le moment où effectivement, qu'est-ce que c'est jouer? Jouer, c'est comme une pièce dans un jeu mécanique qui aurait du mouvement. Jouer, c'est quoi? C'est explorer des libertés dans un ensemble de contraintes que sont des règles. Et c'est la définition. Ouais. Je vois pas de différence avec un processus de rédaction. L'auteur... Alors, moi, je suis totalement d'accord avec vous à part ça. Moi non plus, je vois pas la différence. Sauf que dans un cas, on accepte la contrainte de règles, alors que quand on est auteur, les règles qu'on accepte, c'est les règles du média dans lequel on travaille.
le jeu vidéo, la peinture, enfin l'ensemble des... etc. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, dans le jeu de rôle, on accepte volontairement de prendre des règles qui nous ont été héritées par un auteur, vous voyez, et donc on accepte quelque part de faire le jeu qu'il propose pour nous, vous voyez, c'est ça la différence. Mais j'ai l'impression que je ne vous convainc pas totalement en disant ça. Pas totalement, Ouais. je ne vais pas monopoliser la parole. C'est intéressant. Ouais, mais elle est très intéressante votre question, ouais, vraiment très très bien. Je trouve que c'est une très bonne question. C'est-à-dire que ce que vous voulez dire là, c'est que finalement le processus que je décris là, il n'est pas propre au jeu de rôle. Mais il est propre à toute activité créatrice. Et ça, je suis totalement d'accord. Et donc du coup, il faudrait isoler quelque chose qui serait vraiment propre au jeu de rôle pour pouvoir... Là, pour cette définition, enfin, vu comme ça, c'est pas spécifique au jeu de rôle. C'est une co-construction, c'est une construction à plusieurs dans laquelle on pense différemment la construction. Mais en acceptant quand même des règles en amont. Hein. C'est pas propre au jeu de rôle. Ce qui est propre au jeu de rôle, pour moi, c'est le fait que ce qui compte, c'est ce qu'on vit, et enfin, c'est le vécu qui compte. C'est comme vous disiez, c'est ce qu'il y a dans la tête C'est des la joueurs. partie, quoi. C'est la partie. Ce qu'on appelle la partie. En fait. Bah, voilà, c'est pas propre au jeu de rôle, parce que quand on joue à un jeu normal, c'est pareil. Mais... Et justement, le ouais. maelstrom. Sur un jeu d'ambiance, on peut l'appliquer. Totalement d'accord. avec Alors là, des je définitions, c'est pour suis ça. totalement d'accord. Mais souvenez-vous d'un truc essentiel par rapport au maelstrom, par rapport au jeu de rôle. Moi, je ne dis pas que le jeu de rôle est un jeu à part entière. Pour moi, c'est un jeu de société comme les autres. Sauf que l'objectif du jeu de société est la construction d'un contenu fictionnel malléable qui, à terme, doit nous faire ressortir avec une fiction. Si on s'arrête au contenu fictionnel malléable, l'essence du contenu fictionnel malléable, c'est bien de produire une fiction pour un individu. Vous voyez? Donc du coup, par exemple, si on prend une partie... Alors, qu'est-ce qu'on peut... Space Alert. Si on prend... Alors, vous connaissez pas Jungle Speed. Il y a quand même un espèce de maelstrom qui se met en place dans la mesure où tout le monde est là en train de dire qu'est-ce qui va sortir. J'ai ça, j'ai ces formes-là, on essaye de garder la situation des formes qu'on a sur notre étiquette en tête, de façon à anticiper. Au moment où ça se retourne, on essaye même de regarder les couleurs, voir des fois si ce serait pas le truc. Enfin, on est à moitié dans une situation on se regarde tous, il y a un truc. Pour autant, est-ce qu'on va ressortir de là avec une fiction? Non. Et ça, c'est vraiment l'essence du jeu de rôle que de créer une fiction derrière. Par contre, ce que vous dites là, dire qu'à un moment donné, dans tout processus créatif, on fait une partie de jeu de rôle, moi, ça ne me dérange pas. Par exemple, à un moment donné, des gens qui sont en train de créer un jeu vidéo comme Heavy Rain, de David Cage, par exemple, qui est un jeu... soit à un moment donné en train de se dire qu'est-ce qu'on va lui faire arriver là, notre personnage, machin, et soit dans une situation... Non seulement ça ne me dérange pas, mais en plus je pense que sociologiquement, on pourrait vous montrer que les gens qui font du jeu vidéo et qui font le jeu vidéo aujourd'hui en France, moi je les connais un peu, il y a 40% de rôlistes. Chez Ankama, Stéphane Gros, qu'on a interrogé dans le podcast de la cellule récemment, oui j'ai oublié de vous dire aussi que j'étais animateur d'un podcast hebdomadaire sur le jeu de rôle qui s'appelle le podcast de la cellule. On l'a interviewé récemment, il s'est dit mais non, il y a 40% de rôlistes dans l'open space. Quoi. Eh ouais, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Donc il est fort probable que vous ayez raison. En tout cas, je veux dire, moi ça ne me dérange pas de me dire. Seulement voilà, il y a une différence. C'est qu'il ne joue pas dans un ensemble de règles qui ont été pensées par un auteur en amont quand même. On ne peut pas le dire quoi. Ils jouent dans un ensemble de règles qui est lié aux médias qu'ils exploitent, mais c'est pas vraiment, ils n'ont pas acheté une base en Kama. Alors, jouer une entreprise qui doit créer Dofus, etc., vous voyez ce que je veux dire, il y a un côté... Dans le jeu de rôle, on fait monde à part, comme dans un jeu traditionnel. On fait monde à part, on crée pour lui-même le maelstrom. Ça, c'est un autre truc aussi. Donc, vous savez, il y a deux raisons pour lesquelles... On voit un homme qui court dans la rue. Il y a deux raisons pour lesquelles il peut courir. La première, c'est parce qu'il doit rejoindre un point A à un point B. Là, c'est une contrainte liée à la réalité, si j'ose dire, ce qu'il doit faire. Et on peut aussi courir pour le plaisir de courir. Eh bien, le jeu de rôle, c'est ça. Dans le jeu de rôle, on met en place un maelstrom pour le plaisir de réfléchir collectivement à des solutions possibles et envisageables. Alors que dans le cas d'Ankama, je pense que lorsqu'ils se mettent au boulot, ils se mettent
avant tout pour créer un produit ou une œuvre qui va ensuite être imprimée sur un support qui va servir à vendre et faire vivre l'entreprise. Eux, ils courent d'un point A à un point B, alors que le rôliste, lui, il court pour le plaisir de courir. Et ça fait toute la différence quand même. Mais on pourra en parler pendant des heures, ça me passionne. Hein, parce que là, vous prenez l'avant la création en fait, mais après la création, quand vous disiez qu'une fiction, elle est arrêtée, oui. Je sais pas si quelqu'un a déjà vu le film Shutter Island. Shutter Island. Ça se passe dans une île. Oui, oui, voilà. Oui, par exemple, ce film-là, moi je l'ai vu 2 fois de suite, et la deuxième fois, je l'ai vu avec mon copain qui le voyait pour la première fois. D'accord. Et ben, on n'avait pas du tout la même interprétation. Ben oui. La même fiction. Alors là, vous voyez, dans le cas où vous voyez Shutter Island pour la deuxième fois, tandis que quelqu'un la voit pour la première fois, vous partagez tous les deux le même support, la même fiction, vous voyez le même film quand même, on ne peut pas dire... Enfin, c'est un peu bizarre de penser. Par contre, vous avez la même fiction, mais interprétation totalement différente, puisque vous avez d'autres situations en tête que celles que lui, il a en tête. Toujours bien distinguer, hein, les propositions. Si on mettait le jeu de rôle comme support, et le vécu qui permet comme... Le jeu de rôle, la partie de jeu de rôle, les règles en fait, comme on mettait en parallèle le film et les règles du jeu, et la façon dont on vit le film et la façon dont on vit le jeu qui sont différentes toutes les deux. C'était juste... Mais c'était... Alors c'est pas tout à fait la même chose, je trouve que ce serait plus comparable, si vous voulez, pour vous donner une métaphore ou une analogie qui serait plus comparable, ce serait celle du livret au théâtre. Ouais. La même pièce de Molière, les mêmes textes, mais 2 metteurs en scène vont en faire 2 choses différentes, par exemple. Ça parle plus, c'est moins passif. Quoi. Il y avait d'autres questions, je crois. Mais c'était pour ajouter, au-delà du processus de création collective, il y a une plus-value aussi qui est là pour chaque joueur, c'est aussi l'expérience individuelle que chacun recueille, qui crée finalement le background du personnage, ouais. Qui est d'ailleurs... 50% du bonheur du joueur moi je trouve dans une partie du jeu de rôle, c'est tout aussi important que la création collective, que ce fameux en commun. Donc le Maelstrom c'est bien la réflexion et le contenu fictionnel malléable c'est le produit du Maelstrom, c'est ce qu'on crée. Très bien, ouais, donc là ce que vous voulez dire finalement c'est que par exemple, même avant que le Maelstrom Camin, par exemple, avec un seul projet commun en tête, était d'arriver à un produit fini, ouais. Qui était donc le jeu vidéo, là, voilà. Pour un joueur de jeu de rôle, il y a effectivement avoir ce contenu fictionnel, malléable, qu'on arrivera à faire en commun, plus la plus-value individuelle. Je suis d'accord avec vous, et en fait, ce que vous voulez dire, c'est que avant même que le Maelstrom de la partie se mette en place, l'ensemble des joueurs fait un brainstorm dans son coin, aussi. Pour le préparer justement. Mais vous voyez que toujours, ce qui justifie le brainstorming, c'est le fait qu'à un moment donné, il va y avoir une partie. Sinon, on ne serait pas sué à faire le background d'un personnage. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu fictionnel malléable. Qu'est-ce qui va se passer? Comment le rat de laboratoire qu'on a créé va finalement trouver ses sangs à l'intérieur de la partie et trouver son issue, en fait, la fin de son histoire. Donc c'est finalement sa réalisation à travers le contenu fictionnel malléable qui justifie le fait qu'il y ait un brainstorm. Ça c'est très important, c'est que Maelstrom, brainstorm et contenu fictionnel malléable se nourrissent des uns des autres. Pourquoi est-ce qu'on réfléchit? Parce que les situations sont problématiques. Pourquoi elles sont problématiques? Eh bien, c'est parce qu'on a réfléchi à l'élaboration de situations problématiques. Vous voyez, une sorte de cercle vicieux comme ça qui fait tourner la machine. Il y avait une autre question, je crois. Je crois que c'est déjà moi. Oui, ouais. On a déjà répondu, je crois. Parce qu'à un moment, vous disiez que, effectivement, c'est du contenu fictionnel malléable dans le sens où c'est pas écrit à l'avance, on sait pas ce qui va se passer. Oui. Mais au final, quand on regarde ce qui s'est passé en arrière, il s'est quand même passé quelque chose, un résultat final que tous les joueurs ont partagé. Pas sûr. Parce que là, vous avez dit, chacun a fait son aventure. Ouais. Mais ils ont fait un truc dans leur tête, mais toutes les actions n'ont pas été validées par le meneur de jeu. Après, c'est le meneur de jeu qui dit non, il s'est passé ça, Romain a fait ça, Baptiste a fait ça. Donc au final, tout le monde a vécu la même aventure. Alors, tout le monde n'a pas imaginé la même aventure, mais l'aventure qui s'est passée, c'est une seule aventure, il n'y a pas eu 2 aventures. Voilà. On voit plus de différence peut-être quand on fait une soirée enquête, où là, à la fin de la soirée, on débriefe chacun, enfin soit une soirée enquête ou parce que chacun de son côté. On a chacun vraiment son rôle.
et où on cherche des informations. Et là, on a vraiment un vécu qui est très très différent parce qu'on a des choses à cacher aux autres, on a un background qui nous est donné. Là, on a chacun des choses à cacher aux autres, des choses à chercher nous-mêmes. On a chacun un objectif différent à atteindre. Et là, on voit vraiment la différence. Et ça, c'est un point essentiel que vous abordez là. C'est que vous voyez la manière dont vous répondez à votre question, la manière dont vous répondez à c'est qu'en fait, vous dites, mais la Murder Party, c'est un jeu de rôle. Oui. Et moi, ce qui me dérange un petit peu dans votre objection, c'est que finalement, à un moment donné, vous dites, le meneur de jeu fait ça. Mais moi, je crois qu'il y a des jeux de rôle dans lesquels il n'y a pas de meneur de jeu. Et du coup, je sais que... Je connais que des jeux de rôle avec des meneurs de jeu. Voilà. Alors, vous connaissez le GN. Hein. Ouais. C'est un jeu de rôle grandeur nature. Il y a des orgas, mais il n'y a pas de meneur de jeu. Les orgas, vous connaissez pas un orga qui vous prend par le col et tu dis « Eh bonhomme, il s'est passé ça hier. » D'accord ? Il s'est passé ça. Non. Généralement, il vous laisse... Ouais. Dans ce cas-là, ouais, d'accord. Donc, le problème de votre objection, c'est que je suis d'accord avec vous. Mais dans le cadre du dispositif classique, oui, le meneur de jeu, en fait, d'ailleurs, on va s'apercevoir, et ça je vous invite à aller lire l'article de Jung sur le truc impossible avant le petit-déj, on va s'apercevoir que cette position du meneur de jeu comme contrôleur de la fiction et ayant le dernier mot de la fiction, elle va créer dans le jeu de rôle classique des paradoxes qui vont faire que le dispositif classique... Vous savez qu'aujourd'hui, le dispositif classique est mis à mal. Il y a des débats qui sont colossaux sur Internet de gens qui disent que le dispositif classique, c'est-à-dire un maître de jeu des joueurs, il dysfonctionne. Pour une raison qui est très simple. C'est que dans le jeu de rôle classique, traditionnellement, on dit le meneur de jeu a le contrôle de l'histoire et les joueurs ont le contrôle des personnages de cette histoire. Mais en fait, c'est un problème, ça. Parce que qu'est-ce que l'histoire, sinon les actions des héros de cette histoire ? Donc en gros, il y en a un qui contrôle les personnages et les autres qui doivent contrôler les mêmes personnages. C'est pas un meneur de jeu, c'est plus un régulateur, il limite un peu... Ah, mais vous voyez, vous êtes déjà en train de faire évoluer le dispositif classique. Très intéressant. C'est-à-dire que vous êtes déjà en train de... Et donc, il faut se méfier parce que toutes les objections à base de « oui, mais le meneur dit ça », ce ne sont pas des objections propres au jeu de rôle, mais propres au dispositif classique. Et ça, c'est très important. Ça dépend si on a un MJ rigide ou un MJ souple, quoi. Oui, mais voilà, mais voyez, vous parlez de maître de jeu, mais moi je connais des tas de jeux de rôle. D'ailleurs, la majorité, à vrai dire, des jeux de rôle non, c'est faux. Non, c'est faux, c'est pas la majorité, mais beaucoup de jeux de rôle que je teste dans ma vie d'animateur de podcast sont sans meneur de jeu. Parce que justement, on est l'un des seuls podcasts en France des jeux de rôle papier sans à considérer que c'est des jeux. Des jeux de rôle papier, absolument, oui, tout à fait. Je vous invite à aller voir, par exemple, Polaris de Ben Lehman, qui est un jeu de rôle sans meneur de jeu. Si ces questions vous intéressent, vous pouvez également trouver Prosopopée de Frédéric Sintès, qui est un jeu sans meneur de jeu, totalement français. Ça doit valoir 11 € sur son site, c'est vraiment pas cher, c'est un tout petit bouquin. Et donc le Zombie Cinéma d'Hérault Tuovinienne, qui est un jeu aussi pareil, un film de zombies, pas de meneur de jeu. Donc là du coup, toutes les objections sur le meneur de jeu qu'on peut faire le problème c'est que ma définition du jeu de rôle permet de rendre compte et d'expliquer en quoi les jeux de rôle sans MJ restent du jeu de rôle. Alors que si on dit le jeu de rôle ce n'est rien d'autre qu'un MJ et des joueurs, sinon je vous invite à lire l'excellent article de Romaric Briand qui est paru dans le JDR Mag de ce mois-ci, qui s'appelle « Le meneur de jeu n'existe pas ». Enfin, il s'appelle pas comme ça, il s'appelle « Le meneur de jeu n'est pas nécessaire au jeu de rôle ». C'est JDR Mag, Romaric Briand, franchement c'est un super rédacteur, je pense. Il n'y a pas mieux quoi. Mais je demande à voir, parce que je me demande comment ça va se passer, c'est vrai. Comment c'est ce qui se passe? Tout le monde se demande avant d'y avoir joué. Moi j'étais exactement comme vous, je me disais, je ne jurais que par le jeu de rôle classique. J'étais là, non mais un jeu de rôle, arrête de déconner, je veux dire. Je te parle pas d'une conversation avec des règles, machin truc, non, parce que c'est un jeu de rôle, tu vois, c'est des rôlistes qui se rassemblent, ils jouent chacun un personnage, puis il y a un mec qui s'appelle le meneur de jeu. Et j'étais persuadé que ça c'était le jeu de rôle, tu vois. Vous voyez, pardon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert des jeux sans MJ, et là j'ai dit non, mais en fait, non, c'est du jeu de rôle, et c'est sans MJ. Et donc ça veut dire que le maître de jeu n'est pas indispensable au jeu de rôle. Je tombe de haut.
Mais, Non, mais moi aussi, hein. Ça fait drôle, je ne sers plus à rien. Après, Non, tu n'as pas compris que tu n'existes pas, c'est ça? c'est encore pire. Si, mais on peut faire la déco. Ouais, non, mais C'est l'ambiance. Le jeu qui rajoute un petit élément. Moi, je rajouterais bien une étoile là quand même, parce que je suis du jeu. Voilà. Alors, juste rapidement pour t'aider à concevoir quand même, parce que je veux pas que tu partes avec, je sais pas, ton monde qui s'écroule. Par exemple, dans Polaris de Ben Lehman, qu'est-ce qui se passe? On joue à 4 autour de la table, d'accord? Toi, tu joues le chevalier à qui il arrive des aventures extraordinaires. Le joueur en face joue les antagonistes, donc tout ce qui va te foutre dans la merde. Le joueur à droite, les joueurs à droite et à gauche jouent la société et ta famille. C'est un système qui se suffit à lui-même, qui est déjà... En fait, si tu veux, le rôle du MJ est réparti différemment. Voilà. Dans un jeu de rôle traditionnel, le MJ catalyse à lui seul tous les rôles d'arbitre, d'adversité. En même temps, il doit être un peu guide parce qu'il ne doit pas non plus pourrir ses PJ tout le temps. Enfin, il a plein de rôles à moitié paradoxaux dans le jeu de rôle classique. Tu vois, il doit être à la fois gentil mais en même temps méchant. Enfin, ce qui fait qu'il y a une énorme littérature sur les bons MJ, les mauvais MJ. Enfin bref, je pourrais t'en parler pendant des heures. Mais en tout cas, on peut répartir les rôles du MJ comme ça. Et puis, en fait, qu'est-ce qui se passe dans Polaris de Ben Lehman? Une fois que tu as fini de jouer avec ton chevalier, on passe à l'autre, et du coup, c'est lui qui devient l'adversaire, moi qui fais son... Et philosophiquement, vous êtes en train de me dire qu'on n'a pas besoin de gouvernement? Alors, C'est là où écoutez, faut faire comment vous dire que cette perspective ne me dérange pas du tout? Il y aurait une autorégulation naturelle, C'est-à-dire et on arrête de taxer les gens. Comment vous dire? Voilà, c'est ça. Faites En fait, votre conférence. mais vous savez que... Faites votre conférence en politique. Vous savez que... J'y pense très très fort. Mais vous savez que, par exemple, on peut imaginer qu'effectivement, le jeu de rôle classique est une vision monarchiste du jeu de rôle. Avec un roi qui domine ses sujets. D'ailleurs, les joueurs sont... Alors que le jeu de rôle anarchiste dont je vous parle là, d'ailleurs, moi-même dans le podcast de la CU, je l'appelle très souvent le jeu de rôle anarchiste, voilà, c'est pas justement... Pour moi, c'est pas anarchiste, hein, parce que Y a si pas pas de de règles, règles. on peut pas jouer. Voilà, je suis d'accord avec vous. Attention, je n'entends pas anarchie par l'absence de règles, mais j'entends bien l'anarchie au sens de Pas de hiérarchie. l'autogestion, et dans l'idée libertaire d'un groupe d'individus. Voilà, une anarchie très C'est particulière. le communisme, quoi. Je ne l'ai pas entendu. C'est le communisme, en fait. Non, parce que dans le communisme, il y a un parti qui est, enfin, en tout cas dans les modèles mis en place, il y a souvent quand même un parti composé de différentes personnes, souvent des ouvriers issus de la classe prolétaire, soi-disant, qui vont dire qui fait quoi et comment. Il y a quand même un meneur de jeu dans... le meneur de jeu, c'est Staline, quoi. J'exagère à peine, mais voilà. Ça, c'est les règles. Le meneur de jeu, c'est Staline, avec une... Alors là, je pense qu'avec une fin de conférence comme ça, ça va déclencher de sacrés marronniers sur Internet. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que pour vous, le jeu de rôle se limite au jeu de rôle sur table, enfin avec présence physique des joueurs? On trouve aujourd'hui des gens qui jouent en chat, enfin, on aurait pu jouer au téléphone hein, quand on était... Je pense que le jeu de rôle a des contours effectivement très flous. Et qu'on peut se demander jusqu'où le vivre ensemble, la société qu'on mène tous ensemble, et ce qu'on est en train de faire maintenant n'est pas un simili-jeu de rôle, moi qui joue l'auteur conférencier, vous qui jouez cet individu très pertinent avec ses lunettes. Je ne sais pas, jusqu'où on peut aller, j'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que, effectivement, dans le jeu de rôle, on retrouve des formes de réflexion collective qui sont propres à l'humanité, et qu'à partir de là, en fait, c'est compliqué de... Mais ce qui est très intéressant dans le jeu de rôle, c'est toujours cette idée qu'on crée le contenu fictionnel malléable pour lui-même, qu'il a un début et qu'il a une fin. Et c'est possible, enfin en tout cas moi je ne limite pas le jeu de rôle uniquement à son aspect ludique, au sens où il aurait forcément un début et une fin. Et je pense qu'il y a des communautés qui peuvent organiser des jeux de rôle de façon beaucoup plus, beaucoup plus réelle. Par exemple, je ne suis pas sûr que par exemple, toutes les expériences qui sont menées dans le Larzac par des gens dont je suis par ailleurs assez proche ne sont pas en quelque sorte des jeux de rôle. Ces systèmes de villages autogérés, toutes ces choses, toutes ces expériences politiques en fait, qui sont menées en marge de la société contemporaine, consumériste et capitaliste, je ne suis pas sûr qu'on ne peut pas imaginer que oui, effectivement, ces gens font des jeux de rôle. Parce qu'après tout, si ça foire, ils arrêtent, ils reprennent leur bille, puis ils repartent, quoi. Enfin, il y a un côté... bon, en tout cas, toutes les personnes qui m'ont parlé de ces expériences-là, à chaque fois, c'était ça, quoi. Parfois, ça foire.
Ça se finit mal, ou ça se finit bien, mais en tout cas ça se sépare, et voilà, ils arrêtent de jouer finalement. Donc oui, il y a peut-être un petit côté comme ça. Mais attention, à partir du moment où on commence à jouer avec la réalité, j'ai tendance à penser que c'est plus du jeu de rôle, que c'est de la politique. Pour moi, l'intérêt du jeu de rôle, c'est qu'on peut tout faire, parce que ça s'arrête et que c'est fictionnel. Après, si c'est pour de vrai, c'est pas du jeu, quoi. Oui, mais On fait plus suivi de la morale, mais c'est tout. Mais vous voyez quand même qu'il y a une structure commune, vous voyez qu'il y a quand même Oui, des points de contact. c'est le fait qu'on redéfinisse un nouveau modèle qui est commun. Mais enfin, pour moi, le jeu de rôle, c'est un mini-modèle, et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a aucune prise avec la réalité, justement. C'est pour ça que... Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on peut l'enseigner à l'école, par exemple. Oui, ce que je disais tout à complètement l'heure. d'accord avec ça, c'est ce que je fais. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ah si, entièrement. C'est vrai, ouais. C'est parce que justement, il n'a... Mais par contre, vous voyez quand même comment il joue, comment il fait progresser les individus. Il fait progresser, mais justement parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Oui, alors... Ah la vache, ça c'est bourrin. Il n'y a pas d'enjeu, c'est que... S'il y a un enjeu, on peut plus tout se permettre. Oui, il n'y a pas d'enjeu dans la réalité, Oui. mais il y a quand même des enjeux dans le jeu mis en place. On peut perdre des points XP, on peut en gagner. Oui, Voilà, c'est ça. Et c'est ici maintenant, et demain ce sera fini en fait. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'enjeu pour notre vie après. Voilà, c'est ça. Mais c'est vachement compliqué de définir cette vie d'après. Enfin, On va retirer une conclusion ou un vécu, mais, ouais. mais on va... Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est On peut mourir qu'effectivement, 4 fois, c'est pas grave. C'est ça le que- jeu, voilà, c'est ça. Dans une société, dans un effet de société, s'il y a 3 mecs Voilà. qui se suicident, bah c'est grave. Ouais, le game over dans la réalité, il est grave, alors que le Voilà, game c'est ça. over dans le jeu de rôle, il l'est pas. Bah, C'est ça que la vous vague, appelez... c'est un bon exemple. La vague, c'est un très bon exemple, ouais, tout à fait. Mais vous voyez quand même comment il y a des structures communes et Oui, comment le fait de faire un truc va forcément nous amener à faire... Moi, c'est pas un hasard si aujourd'hui, là, je vous parle d'anarchie, de machin. Ça m'intéresse. Et pourquoi ça m'intéresse? Parce que le jeu de rôle m'intéresse. Et pourquoi le jeu de rôle m'intéresse? Parce qu'en fait, ils ont des structures communes. En fait, il y a un continuum réel entre le jeu de rôle et la politique. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si les associations qui font du jeu de rôle aussi sont très souvent politisées ou animées par des gens qui sont eux-mêmes très politisés. Il y a toute une étude, à mon avis, à mener là-dessus. Moi, j'ai pas de chiffres, malheureusement, à vous apporter parce que les études sur le jeu de rôle sont rares et voire même inexistantes. Il y a la TIAS aujourd'hui sur Internet qui essaye de mettre en place certaines données chiffrées, mais il y a des biais parce que justement c'est sur Internet et du coup on interroge une population rôliste qui fréquente beaucoup Facebook, Internet et tout ça, et pas forcément la population rôliste du terrain, si je veux dire. Ça c'est un point. Et oui, j'avais un dernier truc à vous dire, mais c'était par rapport au fait que ce soit inerte. Oui, moi je vise quand même en tant qu'auteur de jeux de rôle, en tant que philosophe, en tant qu'écrivain, à créer un jeu de rôle qui ne soit pas inerte, dans la mesure où le fait de jouer sa fiction, exactement comme quand on regarde un film au cinéma, nous apporte quelque chose, une problématique existentielle, voilà, ça va nous faire réfléchir sur la mort, ça va nous faire réfléchir sur... voilà, moi c'est ce que j'essaye de faire, donc ça me fait un peu mal quand vous dites... Oui, ah non, mais je suis Oui, persuadée de ça, c'est ce que j'essaie. Voilà. En fait, c'est pour qu'on puisse tous en fait, ce qui compte dans le mainstream, c'est que justement, on peut tout se permettre, et que pour qu'on puisse tout se permettre, il faut que ce soit fictionnel. Mais après, une fois qu'on a... En fait, du coup, ça nous permet de nous autoriser à péter toutes les règles. Et du coup, de repenser tout depuis zéro, et d'avoir aucun interdit. Et une fois qu'on a refait ça, on peut en tirer des conclusions de ce qu'on a vécu, et appliquer ces conclusions dans la vraie vie, en fait. Mais c'est juste les conclusions qui vont compter, c'est pas la fiction. Oui, bien sûr. Je comprends parfaitement ce que vous dites, mais je pense que ça nécessiterait vraiment une longue discussion. C'est pas évident, parce que malgré tout, la partie de jeu de rôle, elle fait partie du réel, vous voyez, quand même. On a pris du temps pour le faire, on est dans une société qui peut se permettre aussi, parce que aujourd'hui, on n'a plus ces problématiques de survie. Enfin, vous savez, avec cette fameuse pyramide de Maslow, là où on voit qu'avant de pouvoir arriver à des disciplines plus fines, plus culturelles, avant d'arriver à la culture, il faut d'abord satisfaire ses besoins en fait, primaires et tout ça. Et le fait que le jeu de rôle s'inscrive aussi dans une certaine société, parce que, par exemple, je vous entendais dire qu'on ne peut pas tout faire. Mais en fait, ça dépend de la société dans laquelle on est. Ça dépend des règles. On revient à c'était l'objection que je mettais, effectivement, ça dépend de la société. Mais bon, là, peut-être qu'on entre dans un autre débat, en fait. Ce qui est en fait le débat dans lequel on est en train d'entrer là, c'est plus tellement celui du Maelstrom, mais de
que faire de cet énorme média passionnant qu'est le jeu de rôle en fait. Et moi j'ai plein de projets, mais bon. Mais d'abord, n'oubliez pas que le jeu de rôle c'est quelque chose d'organique. La seule manière que vous ayez de faire découvrir le jeu de rôle, c'est pas en faisant des films, c'est pas en enregistrant des parties, c'est pas en racontant vos parties, c'est en faisant jouer vos copains. C'est la seule manière que vous ayez. Et jouer, 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 et jouer encore. C'est comme ça que vous ferez gagner le jeu de rôle. Finalement, je reviens sur le type de jeu de rôle sans meneur de jeu. Ça vous invite. Je vous expliquerai pourquoi. Mais les joueurs préfèrent jouer avec un meneur de jeu ou sans meneur de jeu aujourd'hui? Il y a une frontière qui se dessine pour l'instant, vu que les jeux sans meneur de jeu sont encore assez récents, ils ont été créés autour des... Enfin, je pense qu'ils sont plus anciens, parce que la Commedia dell'arte, ce qu'elle mettait en place, c'était déjà des jeux de rôle sans meneur de jeu, mais je pense qu'il y a... C'est improvisé? C'est pas forcément improvisé, mais il y a un ensemble de règles qui permettent de dire quand on a le droit de dire les choses, à partir de quand on a le droit de dire des choses. Et la Commedia dell'arte, ils avaient chacun un personnage, mais... Pourquoi vous comparez à ça? Parce que... Eh bien parce que dans la Commedia dell'arte, chacun joue le rôle d'un personnage qui s'octroie. Il y a un maelstrom, puisque chacun est dans une situation d'imaginer des situations possibles par la suite. Ils sont en train de créer un contenu fictionnel qui est à peu près malléable, mais qu'on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas dire au public « Attendez, imaginons que ça ne se soit pas passé. » Non, ça c'est pas possible. Le fait qu'il y ait un public en fait fige en une grande partie de la fiction, c'est un peu différent. Mais par contre, il n'y a pas de meneur de jeu, c'est pour ça que je vous citais cet exemple-là. On est dans une situation maelstrom avec du contenu fictionnel, mais il n'y a pas de meneur de jeu. Il y a quand même quelqu'un qui a même une situation initiale. Dans la Commedia dell'arte Ou dans les jeux de rôle sans... Oui, ça peut être l'auteur ou ça peut être les joueurs eux-mêmes qui sont invités à le faire. Ouais, absolument. Il y a quand même une première initiation, enfin une histoire qui est initiée par quelqu'un. Oui, tout à fait. C'est pas... on commence pas sur un brainstorming tout de suite sans rien. C'est-à-dire qu'on peut s'affranchir du meneur de jeu, mais pas du scénario. En fait, alors là complètement, non On seulement peut le faire. alors là le scénario, regardez, enfin le scénario c'est vraiment je pourrais vous en parler pendant des heures, je vais peut-être pas. Je vous invite à aller écouter le podcast de la cellule où je débat pas mal de ces questions, notamment sur le scénario. En fait, le principe d'un scénario, c'est que c'est une succession de scènes. Le problème c'est qu'en fait, vu que les joueurs sont libres, si on prévoit une succession de scènes, en fait, on les prive de leur liberté, puisqu'ils doivent arriver forcément aux scènes qu'on a prévues pour eux. Donc ça, c'est un premier problème pour le scénario. Et puis, un autre problème, par exemple, dans les jeux sans meneur de jeu, le scénario, il n'y en a pas, parce qu'en fait, vu qu'on va tourner chacun notre tour pour décrire les situations qui vont être problématiques, il n'y a pas quelqu'un qui a écrit en amont, un machin, il va dire ceci à tel moment, on ne sait pas ce qui va se passer, en fait. Là, c'est vraiment, pour le coup, on est vraiment très très libre. Vous aviez une autre question derrière cette question tout à l'heure. Non. Par rapport au meneur, si, mais j'ai oublié. Je suis désolé. Ce que je voulais dire, c'est que le meneur dans les scénarios, dans les jeux de rôle sans meneur de jeu, la personne qui initie l'histoire peut être considéré comme le meneur de jeu. À un instant T, oui, mais ce n'est pas une personne physique. Alors, juste rapidement, pour que vous deux, à mon avis, vous repartiez sereinement de cette conférence, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les jeux sans meneur de jeu, l'intégralité des rôles qui existaient pour le meneur de jeu dans le dispositif classique sont conservés. Il y a bien quelqu'un qui fait l'arbitre, il y a bien des gens qui font les arbitres, il y a bien des gens qui préparent des choses, il y a bien des gens qui mettent en place des situations initiales, il y a bien des gens qui ont l'autorité sur les décors, il y a bien des gens qui ont l'autorité sur des personnages qui ne sont pas des joueurs. Seulement voilà, ces différents rôles sont répartis. Si j'ose dire, le meneur de jeu, il n'a pas disparu, il a explosé. Toutes ces propriétés qui étaient réunies dans les mains d'une seule personne, qui avait tous ses pouvoirs, a été réparties en fait sur l'intégralité des joueurs autour de la table. C'est ça qui s'est produit en fait. Dans les années 2000, avec la Forge, ils ont fait finalement exploser les rôles du meneur de jeu. Ils les ont répartis différemment. Pour autant, tous les rôles qui sont dévolus au maître de jeu dans le jeu de rôle classique, aujourd'hui, existent encore dans ces jeux de rôle anarchistes. C'est-à-dire que c'est pas parce que
il n'y a pas de meneur de jeu, qu'il n'y a pas quelqu'un à un moment donné qui doit dire si ça dysfonctionne, si les règles ne sont pas appliquées, qu'il faut les appliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très important. Est-ce que, selon vous, il est possible d'initier les gens au jeu de rôle en passant par des jeux sans meneur de jeu? Vous le faites? J'ai testé un jeu qui s'appelle le Poyotière, où les règles sont très très simples. Et il y a pas de... Enfin, il y a des scénarios de départ qui sont proposés, mais on peut les fabriquer au début. En fait, c'est les cartes qui posent des questions. Alors, où est-ce que vous êtes, qu'est-ce qui s'est passé avant, etc. Donc, il va amener tous les joueurs collectivement à décrire le scénario de départ. Et ensuite, chaque joueur n'incarne pas une personne, mais a une influence sur la communauté qui va vivre, en fait. Et donc, c'est pareil, les cartes proposent des situations, les cartes posent des questions, et on répond aux questions, et il y a un système, je crois, avec soit des actions, on doit définir le nombre de semaines qu'elles vont prendre, et à l'issue de cette action, on doit déterminer ce qui s'est passé, etc. Et donc, celui-là, il est très simple, je l'ai fait avec des non-joueurs, ça marche super bien. Voilà, le zombie cinéma, c'est très bien pour commencer le jeu ensemble de jeu. Il y a un petit plateau avec un petit pion zombie en fait qui avance sur les cases. Et donc au départ, on le met sur la case 1, il va avancer jusqu'à la case 7 ou 8. Cette case 1, c'est écrit « Les zombies n'existent pas ». Donc là, du coup, toutes les choses qu'on va décrire autour de la table pour jouer, on doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de zombies. Ensuite, fin du tour, quand tout le monde a joué, le pion zombie avance pour une case. Et les joueurs, ils sont là. Donc ça veut dire qu'il avance, il va dévorer les joueurs en fait. On est tous positionnés sur le... Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive sur la case 1, c'est écrit « Les zombies sont une rumeur ». Vous en avez vaguement entendu parler. Donc là, du coup, dans les scènes que vous allez jouer en tant que... Quand ça va être à votre tour de jouer, vous allez dire « Vous avez entendu ce qui se passe là? Il paraît qu'à Paris, il y a des événements bizarres et tout, machin truc. » Mais là, vous n'avez pas le droit de dire plus. Vous n'avez pas le droit de décrire en tant que joueur que votre grand-mère s'est fait attaquer le cerveau. Ça, c'est sur la case 3. Case 3, c'est les zombies commencent à arriver dans les médias, je crois. Donc on voit à la télé des mecs qui disent « Oui, ici c'est une catastrophe !» machin. Et donc là, ça commence. Et vous voyez, en fait, le jeton, il avance. Et vous, en tant que joueur, le but, c'est que, si vous voulez, le plateau, il est unidirectionnel. C'est une marelle, en fait. Le jeton, il part là, vous partez au milieu. Et vous avancez à des conditions données, et le jeton, lui, il avance inexorablement vers vous. Donc en fait, on est là. Et alors, on peut se pourrir entre joueurs, on peut faire trébucher son ami pour le faire se rattraper par le zombie avant, pour essayer de s'en tirer. C'est génial. C'est un mélange, si vous voulez, entre le jeu de société et le jeu de rôle. Pour découvrir le jeu de rôle sans meneur de jeu, en plus, tout le monde connaît le poncif des zombies, je veux dire, c'est un truc. C'est tarte à la crème, on le partage tous. C'est super bien pour commencer. Ouais. Et là, quand on a fait ça, on voit l'expérience, on dit ouais, non, ça c'est du jeu de rôle. C'est du jeu de rôle, il n'y a pas de doute. On joue tous un rôle, tous en train de décrire des situations possibles. Enfin, vraiment, c'est super pour commencer. Forcément pas en colo et pas à l'école. Mais, mais voilà, c'est un bon jeu, je pense, bien fun. Héros de Vignel, c'est vendu dans une cassette VHS, vous savez, j'aurais dû vous en dire. En fait, je me perçois quand je fais cette conférence, je devrais amener des jeux comme ça parce que les questions finissent toujours par arriver. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Petite question. Est-ce qu'un joueur pourrait se retrouver dans la situation de sortir du maelstrom? Oui, ça arrive, très souvent. Je vous donne un exemple. Par exemple, il se trouve que hier, vous avez perdu votre mère. Et les joueurs ne le sont pas forcément au courant, il faut jouer en association. Et là, d'un coup, il y a quelqu'un qui décrit la mère d'un autre se faire dévorer. Et là, en fait, d'un coup, ça va vous sortir totalement du contenu fictionnel malléable, vous allez réfléchir à votre propre situation à vous. Là, je vous cite un événement comme ça, mais en fait, il y a des tas de fois où moi, par exemple, je n'arrive pas à jouer à des jeux d'horreur parce qu'on y décrit des scènes qui sont tellement malsaines que moi, ça me sort de l'immersion. Enfin, ça me sort totalement du maelstrom. Non, mais là, on va trop loin, les gars. Ça me coupe ou des trucs comme ça. Il y a des raisons, en fait, qui peuvent nous sortir. Alors qu'on est motivé, volontaire, il y a des choses qui peuvent arriver. Par exemple, vous renversez votre bière sur vos genoux, quoi. Non, mais je veux dire, c'est tout con, hein. Mais là, vous sortez complètement de notre... Vous ne pouvez plus réfléchir à des situations possibles. Mais par exemple, est-ce qu'on pourrait dire qu'un joueur sort du maelstrom si, par exemple, ils sont tous dans la situation de brainstorming, il arrive la situation problématique, ils doivent donc proposer une solution, et une des solutions qui est proposée vient contrecarrer complètement ses plans ou le préjudiciable, parce que le joueur, à ce moment-là, piqué à son ego, peut se dire continue à jouer, il n'a pas le choix, mais alors il ça, va sortir du alors ça c'est l'échec critique pour l'auteur de jeu de société, enfin l'auteur de jeu de rôle.
C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, qu'est-ce que c'est qu'être auteur de jeu de rôle? C'est vrai, je n'ai pas du tout parlé, mais l'auteur de jeu de rôle doit justement canaliser le maelstrom. Le but, c'est de créer des règles qui vont entraîner la création d'un maelstrom, qui lui-même entraînera la création d'un contenu fictionnel maniable, qui lui-même entraînera la création d'une fiction. Si à un moment donné, dans ton jeu, un joueur peut être sorti de la fiction, sorti du maelstrom, pardon, par les règles elles-mêmes, c'est-à-dire que tes règles permettent à un joueur, en elles-mêmes, je veux dire, de sortir de... Eh ben, c'est problématique. Je te donne un exemple. Vampire la Mascarade, est-ce que tu connais? Dans Vampire la Mascarade, il y a un gros problème dans ce jeu. Ce jeu est dysfonctionnel. Il est par ailleurs superbe. Hein. Il y a des tas de choses superbes dans Vampire. Je suis pas en train de lui tailler un costard. Hein. Je l'adore ce jeu. J'ai un podcast où je vous parle en long, en large, en travers, si tu veux le regarder. Le truc de Vampire, ce qui est un gros problème, c'est que le jeu encourage des joueurs à avoir une proposition créative qui va être plutôt ludiste, à se faire la guerre entre vampires, et d'un autre côté, le jeu encourage les joueurs à se faire des liens de sang et à s'aimer, à créer des espèces d'histoires d'amour ou quoi. Et encore d'un autre côté, le jeu t'invite aussi à créer des histoires à la manière d'Anne Rice, de vampires très classe, qui traversent les âges avec leurs valeurs désuètes, etc. Donc en gros, tu peux te retrouver autour d'une table avec 3 joueurs qui viennent jouer à Vampire, mais en fait ils viennent jouer à 3 jeux totalement différents. Il y en a un qui est là pour bouffer la gueule de ses potes, il y en a un qui est là pour faire des histoires d'amour entre Trémère et Salubrien, et un qui est en train de faire le canon esthétique Anne Rice. Bref, on a 3 joueurs, 0 maelstrom. Pourquoi? Parce que chacun est venu à la table avec des désirs de réflexion autour du contenu fictionnel malléable différents. Et donc là, du coup, ça rate. Et là, tu vas voir, au moment où l'autre il joue sa scène d'amour avec son Salubrien, moi j'ai déjà vu à ma table des trucs comme ça, je peux te jurer que le joueur ludiste qui est venu pour casser des goules et diaboliser le maître de l'Elysium, le sénéchal ou je sais plus quoi, eh ben, je peux te jurer qu'il se fait chier. Et lui, il sort du maelstrom, parce que pendant qu'il y a la scène de cul, lui, il est là, putain, j'ai rien à faire, moi, dans cette partie. Non, mais c'est vrai, et ça arrive, combien de fois? Je m'en souviens encore d'un podcast qu'on avait enregistré sur mon jeu de rôle personnel, hein, que je développais, et à un moment donné, il y a un joueur qui dit texto dans le podcast, oh là là, elle va encore nous parler d'amour, elle fait suer et tout, en parlant d'une nana qui, elle, venait dans la partie pour faire des... Eh bien, si votre jeu il est bien fait, techniquement, ce genre de situation ne doit pas se produire. Parce qu'un jeu doit isoler les 3 propositions créatives dont je viens de vous parler là. Il y a la proposition ludiste, le joueur qui est là pour se friter sur un plateau et diaboliser. Le joueur qui est là pour faire de l'histoire et faire des histoires d'amour. Et le joueur qui est là pour faire du simulationnisme, c'est-à-dire faire à la Anne Rice. Et bien, théoriquement, si les règles de votre jeu sont bien faites, ces propositions créatives sont isolées ou mises à l'écart, de façon à ce que le maelstrom, enfin que tout le monde soit d'accord sur ce qu'il va faire autour de la table, et donc que le maelstrom, c'est ce qu'on appelle le contrat social aujourd'hui. Oui, tu perds quand même il faut, comment on peut dire, une part de folie, c'est quand même sympa quand on joue un magicien, quand les autres sont en train de se taper sur la gueule, que toi tu fais rien parce que pour l'instant tu peux rien faire, ouais. Ou j'imaginais dans ton histoire de vampire, voir le vampire taper du pied pendant que les autres sont en train de... On perd quand même le fait d'avoir uniquement la même direction, tout le monde dans la même direction, tu perds quand même. Je sais bien. C'est un des soucis. C'est aussi le souci des algorithmes sur Facebook, par exemple. Sur Facebook, Facebook met en place un ensemble d'algorithmes qui fait qu'en gros, en fonction de ce que vous likez, ils vont vous proposer des publicités qui sont totalement adaptées à vous, des amis qui sont adaptés à vous. Résultat, vous n'apprenez rien. Parce qu'en fait, vous êtes toujours en train de lire des articles qui vous confirment dans votre théorie du complot, qui sont en train de parler des politiques pourries parce que vous aimez les politiques pourries, etc. Et donc Facebook vous enferme en fait dans votre propre bulle et vous offre de la satisfaction personnelle à vous pour votre manière de voir le monde, etc. Et donc c'est un peu ce que vous êtes en train de dire là finalement, c'est qu'à faire des jeux qui isolent trop les joueurs différents, on va finalement se priver de cette différence. Je suis totalement d'accord avec vous, seulement je pense qu'il existe des méthodes dans un jeu, par exemple, ludiste, où on se tape dessus pour quand même créer des histoires d'amour, et quand même faire des trucs. Seulement, les histoires d'amour, elles vont être ludistes. Par exemple, vous mettez en place un triangle amoureux. Et là, du coup, il faut conquérir. Vous voyez, le ludiste est content parce que quand même, il faut conquérir la princesse. Mais pour conquérir la princesse, il faut avancer ses pions, vous voyez. Et puis, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, quelque part, il va y avoir un petit côté comme ça. Est-ce que ça redonne pas de la valeur, justement, au auteur ou au maître du jeu?
de réguler un petit peu l'ensemble de ces interactions. Alors, parce que c'est quand même ça le but du jeu. oui, dans le dispositif classique, je suis d'accord avec vous. Non, mais j'essaie de remettre un peu en... Vous aimez votre dispositif classique. Alors, le fait que des gens proposent des jeux qui ne jouent pas avec des dispositifs classiques ne veut pas dire que le dispositif classique n'est pas un extraordinaire modèle. Par exemple, tous mes jeux utilisent le dispositif classique. Donc je suis un amoureux du dispositif classique. Pour autant, le fait qu'il existe des dispositifs non classiques, ça, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'il y a des dispositifs non classiques que ça va mettre en l'air toutes les théories que vous aimez, toutes les parties que vous aimez, etc. Rassurez-vous, vous pourrez continuer à vous amuser à des jeux de rôle classiques après avoir joué à des jeux de rôle non classiques. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le rôle que vous octroyez ici au meneur de jeu, il peut être donné dans la base. Il y a un exemple que j'aime bien citer, c'est l'exemple de Thomas Munier qui a créé un jeu récemment qui s'appelle, alors c'est dans lequel? C'est dans Arbre, je crois, il y a une règle de l'expert. Elle est vachement intéressante cette règle. En gros, imaginez à un moment donné dans un scénario d'un jeu de rôle, vous vous retrouvez dans le tunnel sous la Manche. D'accord? Et bien là, en fait, on va déterminer un expert. Par exemple, est-ce que vous avez déjà été dans le tunnel sous la Manche? Qui a déjà été dans le tunnel sous la Manche ici? Vous deux? Donc on va dire, allez au hasard, vous êtes experte, donc tout ce qu'on dira... Alors je sais pas combien de fois vous l'avez emprunté le tunnel sous la Manche? Une fois, vous? 5-6 fois, et vous? Une fois. Donc c'est vous l'expert en fait, ça c'est clair. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on fera des propositions sur le tunnel de la Manche, c'est vous qui validerez. Bon ben là on est dans un dispositif classique, mais du coup c'est vous qui devenez l'expert sur une partie... cette règle-là, elle permet de montrer que, vous voyez, le rôle de l'expert que vous aimez, le rôle de l'arbitre, etc., eh bien on peut, dans un jeu de rôle non classique, l'octroyer de façon différente avec cette simple règle. Et voilà, et honnêtement ça fonctionne très bien, c'est super. Parce que du coup quand même, dans votre petit rôle d'expert, je vais pouvoir dire, attendez, moi j'y suis allé 5 fois quand même, je sais. Et il y a un petit côté jouissif à être arbitre sur des petites parties comme ça, et en fait, on se rend compte que ça fonctionne très très bien, on n'a plus besoin du coup du meneur de jeu parce qu'on a notre expert. Alors, donc, le tunnel sous la Manche, l'un n'empêche pas l'autre, absolument. D'ailleurs, dans le jeu Arbre, il y a un meneur de jeu, et il y a cette règle de l'expert aussi. C'est intéressant, hein. Donc voilà. Tout ça pour dire aussi que les jeux de rôle non classiques apportent des routines et des dispositifs qui peuvent tout à fait être utilisés pour enrichir le jeu de rôle que vous aimez et avec lequel vous avez commencé, vraisemblablement avec celui avec lequel vous avez une affection particulière. Oui. Donc avant, vous parliez de sortir du Maelstrom, donc il y a des jeux où on sort plus facilement de Maelstrom, comme Vampire, c'est ça? Oui, et puis il y a des jeux où c'est un accident. Pardon? Il y a des jeux où c'est un accident. Parce que vous allez parler d'un sujet qui touche particulièrement... je me souviens, j'avais un pote qui venait d'avoir un enfant, et à un moment donné, on lui décrit une scène horrible sur un enfant, il dit non mais là, arrêtez quoi. Enfin, ça l'a sorti de l'immersion quand tu vois. Sinon, bon, donc il y a des jeux bien faits, des jeux mal faits. Oui, pour moi c'est évident ça. Oui. Parce que finalement, Vampire, parce qu'il y a plusieurs sorts, plusieurs races de vampires, et il y a beaucoup de jeux de rôle où chacun a son rôle, a son destin entre guillemets. Oui, tout à fait, mais vous savez, il y a beaucoup de jeux de rôle qui sont mal faits en fait. Hein. D'accord, mais jusque-là, j'ai l'impression d'avoir joué qu'il y a des jeux mal faits finalement. Écoutez, à chaque fois, tu veux faire quoi? Un discret? Tu veux faire un bourrin? Oui, tu veux faire un... La team de l'impossible, la team de l'impossible, la coterie de l'impossible, on appelait ça avec le vampire. Effectivement, c'est vrai que souvent dans les jeux de rôle, on propose aux joueurs de jouer des archétypes très différents, en se disant mais c'est super, ça va être une richesse pour vous. Vous comprenez, c'est un jeu à mission, il va y avoir un scientifique, il va y avoir un bourrin, puis il va y avoir un informaticien et tout ça. Mais quels sont les jeux qui sont pas comme ça alors? Mais non, mais ça peut être très fonctionnel un jeu comme ça. Hein. C'est juste qu'il faut que les situations problématiques et qui soient le cœur de votre partie, ce soit pas uniquement un problème informatique. Sinon il n'y a que l'informaticien qui joue et les autres ils s'ennuient. Il y a un jeu, par exemple, Shadowrun par exemple, la problématique principale de Shadowrun, ça va être de s'infiltrer dans une méga-corpo pour leur piquer des documents de façon à les vendre à une autre méga-corpo encore plus méchante, etc., etc. Et là, tout le monde est utile. Chacun a son rôle à jouer. Si les règles sont bien faites, il y a carrément possibilité que ce soit un Maelstrom super intéressant. Ok, donc toi tu pirates le truc pendant que moi je suis en train de faire ça. Le problème de Shadowrun, c'est que c'est dans 3 mondes différents, donc du coup c'est un peu compliqué, les règles sont très complexes. Donc du coup, pendant que l'informaticien passe 1 heure à débugger son truc, toi en tant que scientifique, t'es là...
Donc voilà, par exemple Shadowrun, en tout cas la version dans laquelle j'avais joué était pas super, mais les nouvelles versions, ils essayent de patcher les jeux pour que les choses soient plus rapides. La mode est à la fluidité en ce moment. Pourquoi? La mode est à la fluidité, au système simple, santé. Pour la mode est à la fluidité. Enfin, pourquoi vous parlez ça, la mode est à la fluidité? Ben, en fait, pourquoi on parle de ça? Parce que, justement, plus le jeu est fluide, moins l'informaticien, pour résoudre le petit bug informatique, il va prendre de temps, donc il va vous voyez, les autres, pendant ce temps-là, parce que ce qui est intéressant, finalement, c'est de réussir ensemble. C'est pas d'attendre que un réussisse tout seul pendant 1 heure. Est-ce que ça vous parle? Alors, peut-être que vous avez joué qu'à des jeux dysfonctionnels, c'est possible. Hein. La grande partie des jeux de rôle du commerce, par exemple en France, pendant jusqu'on va dire jusque les années, jusqu'à 2000 quoi, c'était des jeux qui étaient un peu, enfin bon, il y a quelques jeux exceptionnels comme Miles Christie par exemple, il est un peu dysfonctionnel. Mais c'est normal, je veux dire, enfin, c'est normal que les jeux soient un peu buggés ou qu'il y ait des problèmes, etc. C'est pas parce qu'un jeu est dysfonctionnel qu'il est vraiment très mauvais, parce qu'il y a toujours le maître de jeu, par exemple, parce que très souvent c'est des jeux avec des MJ, le maître de jeu va pouvoir patcher le jeu de façon à obtenir uniquement du jeu ce qu'il veut, quoi. C'est pas forcément le jeu qui est dysfonctionnel, c'est plus le scénario sur l'histoire. Alors souvent dans les jeux de rôle classiques, ça tourne autour du scénario, oui, mais là, encore une fois, on rentre dans un long débat. Il y a des jeux sans scénario, donc vous voyez, c'est compliqué de dire que c'est le scénario qui dysfonctionne. Non, c'est le Non, c'est pas le groupe qui dysfonctionne. C'est quand le groupe il peut pas dysfonctionner. Un groupe de joueurs, ça peut pas. Enfin, je veux dire, ça peut pas dysfonctionner. Quand je parle de dysfonctionnement, soyons clairs. Un dysfonctionnement dans un jeu, c'est 2 règles qui s'opposent. Typiquement, la règle d'or de Vampire est une preuve de dysfonctionnement extraordinaire. Dans Vampire, on vous dit, voici les règles du système de résolution, mais si elles viennent contredire l'histoire, vous pouvez ne pas les utiliser. Donc tu es là, ok, donc explicitement, on me dit, voici les règles, mais j'ai le droit de ne pas les utiliser. Pourquoi on m'a vendu un bouquin de 400 pages avec des règles si je peux ne pas les utiliser? Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, c'est pas normal. Pourquoi ça dysfonctionne? Parce que les règles sont là pour simuler plutôt pour le ludisme en fait, alors que l'histoire, la règle d'or est là pour le narrativiste qui veut son histoire à tout. Enfin, j'exagère en disant le ludiste et le narrativiste. Il n'y a pas de joueur narrativiste et de joueur ludiste. Parce que tout le monde, on aime tous tout en fait. À des moments, on a plus envie d'être en compétition, à d'autres de se raconter une belle histoire et à d'autres d'être dans le. Voilà. Donc il n'y a pas de joueur par essence narrativiste, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des mécaniques de règles qui vont rentrer en contradiction. Et c'est ça que. Enfin, imaginez une voiture où quand vous passez la première, les roues avant se mettent à aller dans un sens et les roues arrière dans l'autre. Ça dysfonctionne, quoi. Bon, ça... Mais par contre, est-ce que les gens qui conduisent la voiture, eux, ils dysfonctionnent? Non, ils font ce qu'il y avait à faire. Moi, j'ai des joueurs qui dysfonctionnent, mais... Oui, mais parce que le système... Oui, mais réfléchissez à ceci, que c'est peut-être parce que le système leur permettait de le faire. Moi, pour moi, il n'y a pas de bons ou de mauvais joueurs, il n'y a pas de bons ou de mauvais MJ, il n'y a que de bons ou de mauvais jeux. Je dis jugez les jeux, pas vos amis. Si ça merde, c'était vraiment... Ce n'était plus votre ami. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on en finit avec cette longue conférence Toutes ces questions qu'on me pose, finalement, ne concernent moins la conférence. J'ai l'impression que plein de questions que vous vous posez au sujet du jeu de rôle, si toutes ces questions vous intéressent, je vous invite vivement à écouter le podcast de la cellule, parce que c'est vraiment notre dada hebdomadaire. Toutes les semaines, un nouveau podcast avec donc à chaque fois ces problématiques-là, les nouveaux jeux, les histoires de dysfonctionnement, les jeux de rôle non classiques. On teste des jeux de rôle non classiques, donc vous allez pouvoir voir aussi ce qu'on en pense, ce qu'on en dit, et puis ça va vous donner aussi un petit guide d'achat, se dire tiens, ce jeu de rôle-là, c'est un bon thème. Voilà. Bon, je vends un peu ma soupe, mais en même temps, elle est gratuite. Hein. Le podcast de la cellule, c'est hebdomadaire, c'est gratos. Donc voilà. Voilà. Merci pour vos questions. Merci de votre attention. À bientôt.